Depuis qu'on a commencé les vidéos, j'ai fait beaucoup de chimie organique classique, donc par exemple estérification de Fischer, synthèse d'halogénoalcanes, d'organomagnésiens, mais on a aussi traité des procédés un peu plus exotiques, et là je pense par exemple à la pyrolyse du bois pour fabriquer du méthanol, ou aux électrosynthèses qu'on a fait dans le dossier sur l'électrolyse, qui était l'électrochimie organique, donc électrolyse de Kolb ou électrolyse de Fermat. Et finalement, ce sont ces expériences qui m'ont apporté le plus de plaisir, tant au niveau de la synthèse qu'au niveau du montage. Parce que tout simplement, ce que je préfère en chimie orgas, c'est adapter des procédés qui ne sont pas spécialement faits pour le laboratoire, qui sont plutôt réservés à l'industrie, au laboratoire. Et là aujourd'hui on va se faire une belle synthèse dans ce genre-là, on va fabriquer du dichloroéthane, du 1,2-dichloroéthane, par un procédé qui est exclusivement réservé à l'industrie et qui est absolument pas fait pour le laboratoire. On va donc se faire une belle petite dichloration d'alcène en phase gazeuse, dans une véritable petite usine à gaz, entièrement faite avec des pièces de Mavéry. Alors, pour vous présenter un peu le produit qu'on va fabriquer, le 1,2-dichloroéthane, c'est un dihalogénoalcane simple, dérivé de l'éthane, auquel on a substitué 2 atomes d'hydrogène par des atomes de chlore. À température ambiante et à pression atmosphérique, c'est un liquide incolore d'odeur douce, assez volatile et inflammable, de température d'ébullition 83,5 degrés Celsius et de pression de vapeur saturante assez élevée, 8,7 kPa. Comme tout bon halogénoalcane, il peut faire de la substitution ou de l'élimination, ce qui le rend particulièrement intéressant pour l'industrie. Industriellement, on peut notamment utiliser le dichloroéthane pour produire de l'éthylène-diamine ou de l'éthylène-glycol par simple substitution nucléophile. Mais ce composé chloré est en fait surtout utilisé pour la réaction de déshydrohalogénation, donc l'élimination qu'on ferait en laboratoire avec de la potasse en milieu alcoolique, et qui industriellement se fait par craquage. Le produit de cette réaction est le chloroéthène, plus connu sous le nom de chlorure de vinyle, qui par polymérisation donne le polychlorure de vinyle, ou PVC, l'un des plastiques encore les plus utilisés à ce jour. Le dichloroéthane est également un excellent solvant, bien qu'aujourd'hui son utilisation soit beaucoup plus réduite en raison de sa grande toxicité. Industriellement, on peut le fabriquer par oxychloration de l'éthylène ou par simple chloration. Le procédé de chloration simple consiste à traiter l'éthylène gazeux par le dichlore, gazeux lui aussi, sur un catalyseur à base de trichlorure de fer. A mon avis, le trichlorure de fer sert à activer l'électrophilie du chlore, exactement comme en halogénation électrophile aromatique. Toutefois, j'ai choisi, vous allez voir, de m'affranchir de ce catalyseur dans mon procédé. En fait, j'avais déjà tenté cette synthèse il y a 1 an, et j'avais conçu à cet effet un beau petit système. L'idée était de déshydrater l'éthanol par de l'acide sulfurique pour produire de l'éthylène gazeux. L'éthylène passait par un flacon laveur de soude pour arriver purifié dans le réacteur de chloration. Parallèlement, on faisait réagir de la javel et de l'acide chlorhydrique dans un générateur de dichlore, envoyant également le dihalogène au réacteur de chloration. L'expérience avait semblé concluante, et la chloration de l'éthylène avait bien fourni un liquide isolable et exploitable. Malheureusement, à cette époque, je n'avais pas encore beaucoup de potence dans mon laboratoire, et au moment où j'ai voulu démonter l'appareil pour passer à la suite, mon problème de potence m'a tout de suite paru plus évident. Catastrophe, putain! Ce jour-là, j'ai cassé de la verrie et j'ai foutu en l'air tout le travail de ma journée. Suite à cet incident, je n'ai plus touché au dichloroéthane pendant 1 année entière. Mais à présent que j'ai fait mon deuil, je souhaite revenir sur le sujet pour vous présenter un procédé de synthèse du dichloroéthane à partir d'éthanol. Dans cette synthèse, l'éthanol sera déshydraté par chauffage avec l'acide sulfurique en éthylène. L'éthylène ainsi obtenu sera ensuite dihalogéné directement et simplement par addition de dichlore gazeux. Le mécanisme de la déshydratation de l'éthanol en éthylène est à la fois très connu et très classique. La première étape est une activation électrophile. La fonction alcool est protonée et nous formons un ion alkyloxonium, en l'occurrence éthyloxonium, qui présente le très classique et efficace groupe partant H2O. S'ensuit ensuite l'élimination dans un mouvement de doublé concerté, où le doublé d'un hydrogène en bêta en position antipériplanaire du groupe partant se replie sur la liaison sigma principale, en même temps que la molécule d'eau quitte la molécule. L'éthylène est ainsi produit, et le catalyseur H+, est régénéré. Donc là, ce qu'on cherche à faire, c'est de la déshydratation intramoléculaire. Mais il faut savoir qu'il existe aussi un mécanisme de déshydratation intermoléculaire qui fournit des hétéroxydes. On a d'ailleurs utilisé il n'y a pas si longtemps que ça la déshydratation intermoléculaire de l'éthanol pour produire l'éthoxyéthane nécessaire à un projet organomagnésiens. La réaction s'opérait d'ailleurs dans les mêmes conditions, chauffage de l'éthanol en milieu sulfurique, et par conséquent cette déshydratation intermoléculaire sera ici une réaction concurrente. Cela dit, en opérant dans un milieu très concentré en acide sulfurique, en faisant par exemple couler l'alcool au goutte à goutte dans l'acide sulfurique chaud, et en opérant à haute température, on arrive à minimiser la déshydratation intermoléculaire. En fait, au-delà de 180 degrés, en gros la production d'éther devient négligeable. Par ailleurs, on pourra toujours essayer de recondenser l'éther avec un réfrigérant pour le renvoyer dans le milieu réactionnel, où celui-ci pourra par la suite être converti en éthylène. Une autre réaction parasite à craindre est la carbonisation et l'oxydation de l'éthanol. L'acide sulfurique à chaud possède en effet des propriétés oxydantes marquées, et est donc capable de brûler plus ou moins complètement le composé organique. L'oxydation de l'alcool va générer du dioxyde de carbone, et la réduction de l'acide sulfurique du dioxyde de soufre. Ces deux gaz vont malheureusement contaminer l'éthylène que nous fabriquons, et il nous sera donc nécessaire de les absorber avec un flacon laveur de soude par exemple, puisqu'ils possèdent des propriétés acides en milieu aqueux.
Commençons donc par introduire dans le générateur d'éthylène le catalyseur de déshydratation, l'acide sulfurique, par le biais de l'ampoule de coulée. Puis rechargeons l'ampoule de l'alcool que nous cherchons à déshydrater, c'est-à-dire l'éthanol, et fermons le dispositif. Préparons ensuite dans un flacon laveur une solution de soude pour laver l'éthylène du dioxyde de carbone et du dioxyde de soufre formés suite à la carbonisation de l'éthanol. Préparons ensuite le générateur de dichlore en introduisant dans un Erlenmeyer d'1 litre des berlingots d'eau de javel, en l'occurrence ici à 4,8% de chlore actif. Introduisons aussi dans l'Erlenmeyer un barreau aimanté pour que nous puissions brasser le mélange et rendre homogène la production de dichlore. Couvrons ensuite l'Erlenmeyer d'une ampoule de coulée dans laquelle nous introduisons de l'acide chlorhydrique commercial à 23%. L'ampoule de coulée est ensuite refermée avec un adaptateur nous permettant d'extraire le dichlore formé. Allumons la plaque chauffante et introduisons un petit peu d'alcool dans l'acide sulfurique, puis activons les circuits de réfrigération de l'appareil. Alors que le mélange d'acide et d'alcool s'échauffe dans le bicol, la mixture se carbonise et noircit, et des fumées blanches et sulfureuses commencent à se former. La production d'éthylène a bien commencé, et des bulles traversent le flacon laveur. On pourra maintenant réguler la production d'éthylène en jouant sur le débit d'alcool introduit dans le catalyseur de déshydratation. Une fois l'air chassé des circuits, on peut commencer la production de dichlore en ouvrant le robinet de la deuxième ampoule de coulée pour introduire l'acide dans la javel. Nous observons alors l'apparition d'une couleur verte et une effervescence, traduisant la formation de dichlore gazeux. Grâce à l'ampoule de coulée de gauche, nous pourrons donc introduire l'alcool dans l'acide sulfurique chaud, où l'éthylène pourra donc se former. Un bon réfrigérant à eau pourra recondenser les vapeurs d'alcool et d'éther pour les ramener dans le réacteur de déshydratation. L'éthylène, le dioxyde de soufre et le dioxyde de carbone sortant par le haut du réfrigérant passent ensuite à travers la solution de soude dans le flacon laveur, où le dioxyde de carbone et le dioxyde de soufre sont alors convertis en carbonate et en sulfite de sodium et ainsi absorbés. L'éthylène arrive alors dans la première branche du mélangeur. Parallèlement, nous introduisons l'acide chlorhydrique dans de la javel sous agitation magnétique pour générer du dichlore gazeux. Le dichlore remonte par la tubulure de l'ampoule de coulée et s'échappe par un tuyau qui le conduit à la deuxième branche du mélangeur. Le mélange gazeux de dichlore et d'éthylène qui sort par la troisième branche du mélangeur arrive ensuite dans le réacteur de chloration où se forme le dichloroéthane. Une série de réfrigérants à eau efficaces et bien alimentés permet alors de condenser le produit final. Peu de temps après l'allumage du système, on observe l'apparition de gouttelettes huileuses dans le mélangeur, ainsi que dans les réfrigérants du réacteur de chloration. On observe d'ailleurs aussi un léger brouillard blanchâtre, constitué en fait de fines gouttelettes de dichloroéthane en suspension dans le gaz. On observe ici toutefois que la couleur jaune du chlore est très prédominante, le dihalogène est en effet en excès, ce qui n'est pas bon du tout. D'ailleurs, si on place un petit morceau de papier pH à la sortie du dispositif, on observe un virage au rouge traduisant la présence de chlorure d'hydrogène. En fait, ceci est dû à une réaction indésirable de substitution radicalaire entre le dichloroéthane et le dichlore en excès. Sous l'effet de la lumière du jour riche en ultraviolet, le dichlore se scinde en radicaux chlore très réactifs. Les radicaux chlore peuvent ensuite attaquer un composé organique hydrogéné tel que le dichloroéthane pour former des radicaux organiques et du chlorure d'hydrogène. Et c'est justement ce chlorure d'hydrogène que nous identifions avec le papier pH au sommet du réfrigérant. Les radicaux organiques peuvent ensuite réagir avec du dichlore pour former un composé davantage chloré ainsi qu'un nouveau radical chlore. Deux radicaux peuvent également se rencontrer, donnant naissance à une multitude de produits. Mais en définitive, ce qui se produit, c'est que nous remplaçons cet hydrogène ici en bleu par ce chlore ici en vert. Et cette réaction peut par la suite se poursuivre davantage jusqu'à substitution de tous les hydrogènes. Autrement dit, nous sommes en train de détruire et de surchlorer notre cible, le dichloroéthane. Il faudra donc ajuster le débit d'alcool et donc le débit d'éthylène pour maintenir l'alcène en excès par rapport au chlore et ainsi limiter la chloration radicalaire. Idéalement, la couleur du chlore ne doit pas être observable dans le gaz. Ce que nous condensons alors, c'est bien le dichloroéthane. On pourra également refroidir le produit de la réaction pour limiter son évaporation et donc sa chloration en phase gaz, et on pourra également réduire un peu l'exposition à la lumière pour limiter la formation de radicaux chlore. À un moment, la lumière ambiante est devenue plus forte et j'ai observé encore une autre réaction parasite dans le mélangeur. Cette fois-ci, c'est une réaction de destruction qui se produit, donnant naissance à du chlorure d'hydrogène et à du carbone. C'est une réaction assez fréquente du chlore avec les hydrocarbures, qui peut parfois se produire spontanément sous l'effet de la lumière, et que nous avons déjà étudié avec l'éthane dans 2 précédents dossiers. Le problème ici, c'est que, en plus de détruire les réactifs, cette réaction donne naissance à de fines particules de carbone qui se retrouvent à la fin dans le dichloroéthane collecté. Encore une fois, pour éviter cette réaction, on pourra maintenir l'éthylène en excès pour s'éloigner le plus possible des proportions stoichiométriques de cette réaction parasite de destruction de l'éthylène par le dichlore. On laisse donc cette réaction se poursuivre doucement, en l'occurrence ici jusqu'à épuisement de toute la javel. Le produit collecté issu de la chloration est ensuite introduit dans une ampoule à décanter. Nous allons procéder à un lavage au bicarbonate de soude pour enlever la contamination d'acide chlorhydrique formée par toutes les réactions indésirables. Lors de ce lavage, il se produit une forte effervescence de dioxyde de carbone. En l'occurrence ici, la phase organique est moins dense que la solution d'hydrogénocarbonate de sodium, mais dans le cas malencontreux où il y a eu trop de surchloration radicalaire, il arrive que la densité du produit soit alors plus importante. L'ampoule doit être agitée et bien dégazée pour éviter une montée de pression.
La phase aqueuse est ensuite éliminée, et la phase orga est introduite dans un petit ballon contenant du chlorure de calcium anhydre pour sécher le produit. Une fois le produit sec, on le décante dans un petit Erlenmeyer en prenant soin de laisser la jante de séchage usagée au fond du petit ballon. Le produit brut et sec est ensuite placé au bas d'un dispositif de distillation fractionnée pour que nous puissions séparer le dichloroéthane pur des produits surchlorés et des particules de carbone issues des réactions parasites. La plaque chauffante et les circuits de réfrigération sont ensuite activés. Au cours de cette distillation, la première fraction à passer sera peut-être un composé volatile de température d'ébullition 35 degrés. Cette fraction au début m'a beaucoup intrigué, mais finalement son odeur, sa volatilité, son inflammabilité et la façon dont il brûle sans générer de fumée noire et d'acide chlorhydrique, contrairement à un chloroalkane, m'ont indiqué qu'il s'agissait en fait d'éther diéthylique qui s'était formé par déshydratation intermoléculaire de l'éthanol et qui en raison de sa grande volatilité avait pu passer en partie le réfrigérant de Graham. La distillation est donc poursuivie jusqu'au premier saut de température, et à ce stade on peut changer de flacon collecteur. Notre produit passe alors aux alentours de 80 degrés Celsius. Dans l'Erlenmeyer, le mélange est porté à ébullition. La vapeur traverse ensuite la colonne de Vigreux et y subit une succession de liquéfaction et de vaporisation fractionnée, où à chaque fois le composé le plus volatile, en l'occurrence ici le dichloroéthane, s'évapore préférentiellement. Au sommet de la colonne, un thermomètre indique la température d'ébullition du produit distillé. En l'occurrence ici, 83,5 degrés Celsius, température d'ébullition du dichloroéthane. Un réfrigérant à eau condense ensuite la vapeur, et nous récupérons dans un tube collecteur notre échantillon du produit pur. Au cours de cette distillation, les particules de carbone, bien évidemment, restent au fond de l'Erlenmeyer. Lorsque des vapeurs blanchâtres apparaissent dans la colonne de Vigreux et que la température commence à s'élever au sommet de la colonne, nous interrompons la distillation et nous récupérons notre échantillon de dichloroéthane purifié. Au fond de l'Erlenmeyer, il reste un dense résidu de composés surchlorés et de carbone. Grâce à cette adaptation au laboratoire du procédé industriel de chloration de l'éthylène, nous avons pu obtenir 8 bons millilitres de dichloroéthane quasiment pur. Par curiosité, nous allons tenter quelque chose et voir si nous pouvons hydrolyser le produit en éthylène glycol. Dans un petit flacon en verre bien épais et capable d'une bonne étanchéité, introduisons une cinquantaine de millilitres d'eau et versons-y notre échantillon de dichloroéthane. Nous remarquons que le produit non miscible à l'eau forme une couche plus dense au fond du flacon, ce qui est en accord avec sa densité tabulée. Introduisons ensuite dans le flacon 12 g de soude, ce qui correspond à un léger excès pour l'hydrolyse. Nous remarquons alors l'apparition d'une teinte jaune dans le mélange, possiblement due à la présence d'impuretés réactives avec la soude dans le produit final. À ce stade, le dichloroéthane reste en suspension dans le liquide, dans lequel il n'est que très peu soluble. Pour cette expérience, je me suis montré patient et j'ai laissé le mélange biphasique dans le flacon pendant une année entière. Au bout de cette longue période d'attente, la couleur jaune du liquide avait disparu et il ne restait de la phase organique plus que quelques gouttes flottant sur la solution aqueuse. Pour tenter d'isoler l'éthylène glycol que j'attendais à l'issue de cette réaction, j'ai reporté le contenu du flacon dans un petit Erlenmeyer et j'ai rincé plusieurs fois le récipient avec de l'eau pour limiter les pertes mécaniques. J'ai ensuite procédé à une distillation à pression atmosphérique pour retirer la majorité de l'eau du mélange qui est passée aux alentours de 100 degrés Celsius. Quand des sels ont commencé à précipiter et que le liquide a pris une consistance sirupeuse, j'ai appliqué un vide pour distiller plus facilement les dernières gouttes de résidus. Mais malheureusement, à l'issue de cette distillation, je n'ai obtenu qu'un liquide de consistance aqueuse, entièrement évaporable sur une plaque chauffante, à une température d'environ 100 degrés Celsius. Autrement dit, je n'avais distillé que de l'eau. Alors vous l'aurez compris, la réaction que j'essayais de faire, c'était la substitution nucléophile sur les deux halogènes du dichloroéthane par les ions hydroxyde de la soude, qui aurait dû me donner le diol correspondant, qui est l'éthylène glycol. Alors pourquoi ça n'a pas marché ? Je pense qu'il y a plusieurs raisons pour expliquer ça, et la première, c'est les conditions de solvant qui n'étaient pas appropriées. J'ai choisi, comme vous avez pu le voir, de me mettre dans l'eau pour dissoudre la soude, mais le dichloroéthane n'est pas soluble dans l'eau. Les ions hydroxydes sont donc passés en phase aqueuse, mais le dérivé halogéné est resté dans sa propre phase organique. Les deux partenaires se sont donc retrouvés séparés chacun dans leur phase, ce qui a donc rendu très difficile et très lente la réaction entre les deux espèces. C'est pourquoi il m'a fallu attendre 1 an pour observer une disparition complète de la phase organique. Et sur cette durée, il n'est pas du tout impossible qu'une grosse partie du dichloroéthane se soit simplement évaporée à travers le bouchon du flacon. En fait, je pense que ce problème de solvant a été ma plus grosse erreur. Pour dissoudre à la fois la soude et le dichloroéthane, il nous aurait fallu un solvant qui soit à la fois polaire et éventuellement protique, mais qui soit tout de même capable de dissoudre un composé organique. Je pense que pour cette réaction, un mélange eau-alcool aurait déjà été bien meilleur que juste de l'eau. Ensuite, au-delà de ce problème de solvant, il y a aussi un autre problème propre à la nature des réactifs. Lorsqu'on expose un halogénoalkane à un nucléophile basique comme les ions hydroxydes, deux réactions peuvent se produire. La réaction de substitution, qui est la réaction qui m'intéresse ici, ou la réaction d'élimination, qui est concurrente, et qui dans ce cas-là donne du chlorure de vinyle. Usuellement, on réalise plutôt la substitution dans des conditions douces, donc en se mettant dans des conditions assez diluées et en chauffant peu, et on réalise plutôt l'élimination en chauffant fortement, en milieu très concentré en base, ce qui a priori n'était pas le cas ici. Cependant, avec cet halogénoalkane en particulier, l'élimination semble être plus facile que la substitution, et je pense que malgré les conditions douces que nous avions choisies, c'est cette réaction-ci qui s'est majoritairement produite. Pour mieux le comprendre, il nous faut regarder de plus près le mécanisme de cette élimination. En fait, ce mécanisme, je vous l'ai déjà décrit tout à l'heure, pour expliquer la déshydratation de l'éthanol en éthylène par l'acide sulfurique.
La dernière étape du mécanisme que je vous ai présenté, où la molécule d'éthylène se forme, correspond à l'étape d'élimination. Dans ce mécanisme simplifié ici à l'écran, la liaison CH se rabat sur la molécule pour former la double liaison de l'éthylène, et le groupe partant, qui est ici la fonction alcool protoné, quitte la molécule sous la forme d'eau. Et bien sûr, un halogénoalkane, la réaction est similaire, sauf que le groupe partant n'est plus une molécule d'eau, c'est un ion halogénure, ici un ion chlorure. Alors évidemment, le proton ne quitte pas la molécule comme ça, je vous ai dit que c'était un mécanisme simplifié. En réalité, il est capté simultanément par la base, qui est ici un ion hydroxyde. Et bien sûr, l'élimination est d'autant plus facile que l'hydrogène arraché est acide. Or, dans le cas du dichloroéthane, l'hydrogène en question est porté par un atome de carbone, sur lequel se trouve aussi un autre atome de chlore. Or, comme vous le savez, le chlore est un élément assez électronégatif qui va avoir tendance à tirer vers lui les électrons des liaisons. Et cet effet inductif attracteur va avoir tendance à exacerber l'acidité de l'hydrogène, rendant alors plus facile la réaction d'élimination. Il est donc probable que nous ayons formé une bonne quantité de chlorure de vinyle, et le chlorure de vinyle étant une espèce gazeuse, nous avons dû lui aussi le perdre lentement à travers le bouchon du flacon. Alors, est-ce que ça veut dire que cette réaction est impossible? Ça non. Par contre, si on veut que ça marche, va falloir faire un petit effort, se mettre dans un solvant approprié, et éventuellement même peut-être remplacer le chlore par du brome, qui est généralement un meilleur groupe partant. Alors, étant donné que cette synthèse n'a en fait que très peu d'intérêt pratique, puisqu'il est facile de produire des quantités importantes d'éthylène glycol en distillant du liquide de refroidissement pour moteur, je vais m'arrêter là pour cette vidéo. Par curiosité, je reviendrai peut-être sur ce projet si j'en ai l'envie plus tard, mais pour l'instant, j'aimerais vous présenter des synthèses un peu plus intéressantes, sur lesquelles je travaille depuis quelques temps en binôme avec un ami, Alexandre, et qui sont pour le coup d'un tout autre niveau. Alors je sais pas encore quand on fera les vidéos et à quel point on décidera de publier notre synthèse, mais voilà, en tout cas de plus gros projets sont à venir. En attendant, cette vidéo m'a quand même permis de vous montrer des réactions très classiques en chimie organique, telles que la déshydratation des alcools en alcène, l'addition des dihalogènes sur les alcènes, la chloration radicalaire des chaînes aliphatiques, que nous avons observé ici comme réaction indésirable sur le dichloroéthane lors de la chloration de l'éthylène, mais aussi la substitution nucléophile et l'élimination sur les halogénoalcanes. D'ailleurs, vous vous en rendrez vite compte, j'aime beaucoup la chimie des dérivés halogénés, et nous ne manquerons pas de recroiser nos amis le chlore, le brome et l'iode dans les vidéos à venir.